Une trentaine de personnes interpellées en Corse après l'attentat qui a fait 2 morts et un blessé grave près de Cargèse. Forte augmentation du chômage au mois d'avril, plus 1,7%, soit plus de 2 400 000 chômeurs au total. La guerre commerciale reprend entre l'Europe et les États-Unis. Ronald Reagan taxe certains produits alimentaires européens, comme le vin blanc par exemple. Les pays de la communauté menacent de répliquer coup pour coup. Les footballeurs français sont bien arrivés au Mexique. Nos reporters les accompagnaient. Dans ce journal, le récit de leur voyage et de leur arrivée en fanfare. Nous sommes le vendredi 16 mai. Les otages français détenus au Liban. Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Ansen, Aurel Cornéa, Jean-Louis Normandin, ainsi que Camille Sontag, n'ont toujours pas été libérés. Vous devez aussi savoir que les familles de l'équipe d'Antenne 2 ont été reçues aujourd'hui pendant 1 heure par le ministre français des Relations extérieures, M. Jean-Bernard Raymond. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une vaste opération de police, une trentaine de personnes arrêtées et interrogées, c'est la réplique immédiate après l'attentat qui a fait 2 morts et un blessé grave hier soir en Corse. C'était près de Cargèse. C'est un village de vacances qui était visé. Le propriétaire et un gendarme ont été tués alors qu'ils tentaient de désamorcer une charge explosive. L'attentat n'a pas été formellement revendiqué, mais le commando responsable de l'action se réclamait de l'ex-FLNC. Voici tout de suite le résumé des faits avec Hervé Brusini. Le centre de vacances n'est plus qu'une ruine. L'ex-FLNC avait décidé de frapper fort. Hier soir, sur cette même route, des enfants cherchaient leurs parents, comme cette jeune fille allemande par exemple. La bombe venait d'exploser. Là-bas, derrière ce portail, 2 morts. Monsieur Rosselet, le propriétaire du lotissement, et un gendarme accouru sur les lieux. Et puis aussi 4 blessés, dont un grièvement. Non, bougez pas, monsieur. Le scénario de cet attentat, il est classique pour les actions de l'ex-FLNC. 16 heures hier, attaque de commando, une quinzaine d'hommes. Neutralisation des quelques 30 touristes présents dans le camp. Et puis le premier grain de sable. Un pêcheur qui passe par là s'attarde. Finalement, il est assommé. Vers 19 heures, le commando décroche après avoir truffé de charges explosives les bungalows de la résidence. Et voici l'autre grain de sable. Le couple de propriétaires parvient à se libérer de ses liens. Monsieur Rosselet entreprend lui-même de désamorcer les bombes. Intervention de 2 gendarmes, soudaine explosion, 2 tués sur le coup. Voici Madame Rosselet. À ce moment précis, elle ignore encore que son mari est mort. Face à elle, François Garcy, le préfet de région. En plus, il frappe des femmes. Parce que je voulais pas me laisser faire. Parce que je veux voir. Je sais même pas encore, on m'a vraiment pas dit pour mon mari. Non, je veux savoir ce qui est arrivé à mon mari. Je n'aime toujours pas. Il a essayé très courageusement d'aller désamorcer. Il a été le premier à essayer de le faire. Et puis il s'est fait coincer par les... Parce qu'il voulait sauver sa vie, parce que c'était sa vie. 2 heures du matin, on annonce l'arrivée de Robert Pandreau, le ministre chargé de la sécurité publique. Mais d'emblée, le préfet Garcy déclare la guerre aux poseurs de bombes. On se demande si ce n'est pas un cauchemar. Nous avons affaire à des criminels de très grande envergure, devant lesquels nous devons tous, tant que nous sommes, nous sentir en état de légitime défense. Aujourd'hui, l'enquête commence. Un premier constat, aux yeux de l'ex-FLNC, tout pouvait désigner M. Rosselet comme une cible. C'était un homme du continent, propriétaire d'un complexe touristique et surtout un très vif opposant au séparatisme corse. Oui, le climat est, vous l'imaginez, très tendu aujourd'hui en Corse. Le gouvernement a décidé de taper vite et fort et ce matin, dès ce matin, une trentaine de personnes ont été arrêtées puis interrogées, alors même que Robert Pandreau, le ministre délégué à la sécurité, se rendait sur place. Sur les déclarations et sur les réactions à propos de cet attentat, voici le reportage de Henri Bodiguel et Robert Rosier qui sont en Corse. Des bombes dans un camp de vacances. C'est la 6e fois depuis 1 an que l'ex-FLNC s'attaque à une telle cible. Objectif affirmé, saboter ce que les indépendantistes appellent la politique du tout-tourisme en Corse. Mais ils avaient une autre raison sans doute de frapper hier après-midi. Jacques Rosselet était un des fondateurs du mouvement anti-FLNC, la CFR, Corse française et républicaine. C'est d'ailleurs ici même à Cargèse que cette organisation est née, il y a 2 ans. C'est à cause des attentats et de la violence qui a été pratiquée à Cargèse. Il y a eu quand même 29 attentats.
Hein, des mèches qui ont fait long feu, donc il y en aurait eu d'autres. Il y aurait eu d'autres maisons par terre. Et puis des voitures plastiquées. Enfin, c'était vraiment invivable. Des attentats qui étaient signés par qui? Ils étaient revendiqués, la plupart, par l'ex-FLNC. À Cargèse, on est sous le choc. L'émotion ne se manifeste pas encore ouvertement comme un orage qui court. Aujourd'hui, c'est toute la Corse qui est en état d'alerte. Cette fois, le sang a coulé. 30 personnes ont déjà été interpellées et M. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, vient de lancer, depuis Lyon, un avertissement sans ambiguïté à l'intention des poseurs de bombes. Le devoir de l'État, c'est d'empêcher ceux qui tentent par la violence d'imposer leur point de vue de continuer leurs activités et leurs agissements. Nous emploierons donc tous les moyens que la loi nous donne et nous le ferons sans complexe, à vice aux amateurs. Et si, en ce moment, certains responsables de ces activités terroristes m'écoutent, je leur dirai simplement ceci: nous allons mettre tout en œuvre pour les retrouver et pour les châtier. Quand on sait que l'ex-FLNC fête ces jours-ci son 10e anniversaire, on pouvait forcément redouter un coup d'éclat. C'est peut-être ce coup d'éclat qui a eu lieu hier, même s'il n'a pas été revendiqué officiellement par l'ex-FLNC. Une nette augmentation du chômage au mois d'avril, le chiffre en a été publié tout à l'heure. Il met en évidence une poussée de 1,7% en un mois, ce qui veut dire qu'il y avait en France 2 429 000 chômeurs le mois dernier. C'est l'un des plus mauvais chiffres depuis le mois d'avril 1983, Gérard Leclerc. Oui, dans la courbe tout de suite. Absolument, et comme vous le voyez sur ce graphique, avec 40 000 chômeurs supplémentaires en avril, les statistiques retrouvent leur plus haut niveau d'il y a un an. Une étude plus affinée confirme la dégradation. La durée moyenne du chômage s'allonge et il touche de plus en plus de jeunes. Alors il y a deux explications. D'abord une tendance de fond. L'économie française tourne toujours au ralenti et les créations d'emplois ne compensent pas les pertes. D'ailleurs, dans sa dernière note, l'INSEE prévoit environ 200 000 chômeurs supplémentaires à la fin de l'année. Deuxième explication, plus conjoncturelle, l'attentisme des chefs d'entreprise pour embaucher ces derniers mois, dans la mesure où on leur annonçait des allègements de charges pour l'emploi des jeunes, allègements désormais en vigueur. On comprend dès lors la préoccupation et les appels pressants lancés cette semaine aux chefs d'entreprise par Jacques Chirac, Édouard Balladur et Philippe Séguin. Sur le thème, le gouvernement a fait son devoir en supprimant les contraintes à l'embauche, notamment la plus risquée, l'autorisation administrative de licenciement. Maintenant, c'est à vous, patron, d'embaucher. Et en effet, hormis quelques mesures à prendre encore, comme une réforme des TUC ou de l'ANPE, le gouvernement a brûlé l'essentiel de ses vaisseaux en matière d'emploi. Or, il sait que c'est d'abord sur ce dossier qu'il sera jugé, comme l'ont été les précédents gouvernements. Un vote sans surprise à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par le groupe socialiste pour faire obstacle à la loi d'habilitation économique du gouvernement. Cette motion de censure a été rejetée. Il fallait 289 voix pour qu'elle soit adoptée. Elle n'a recueilli que 251 voix. Cela veut dire que le projet du gouvernement est adopté en première lecture par les députés. Il va maintenant devoir passer devant le Sénat où il ne devrait pas avoir de soucis. La cohabitation plaît aux Français et elle fait bien l'affaire des responsables politiques si l'on en croit les sondages. Dernier en date, celui publié ce matin par le Quotidien de Paris et réalisé par l'Institut Ipsos. Il nous apprend que François Mitterrand gagne 13 points, passant de 42% à 55% d'avis favorables, même percé pour Jacques Chirac qui gagne lui aussi du terrain avec 7 points de plus. À Marseille, les socialistes doivent désigner en ce moment le successeur de Gaston Defferre à la mairie. Une réunion à huis clos des élus de la ville pour un siège très disputé. Alors sur cette séance extraordinaire, voici le commentaire de Daniel Brême. 9h30 ce matin, dans le pittoresque quartier du Panier, Michel Pezet, en tant que président du groupe, a donné rendez-vous à tous les conseillers municipaux socialistes. Les journalistes sont tenus à distance. Les 15 pesettistes arrivent les premiers en ordre dispersé, déterminés à obtenir que les 2 apparentés socialistes et les 4 radicaux participent à la désignation du candidat à la mairie. Les 19, qui eux se réclament de leur fidélité à Gaston Defferre, font une arrivée groupée autour du professeur Vigouroux, de Philippe Saint-Marco et de M. Cordonnier. Pas question pour eux de faire trancher un différend entre socialistes par des non-socialistes. À midi moins quart, on en est toujours là. Chaque compte partait se restaurer, mais les conciliabules et les appels téléphoniques se multipliaient tant à Marseille qu'avec le siège du Parti socialiste à Paris. À 16h, les pros de fer regagnent la salle de réunion.
Il réclame un vote entre socialistes. Refus de Michel Peuzet à 18h. C'est la rupture. Devant ce constat de carence, je prends la décision, en tant que maire socialiste de la ville de Marseille par intérim, de convoquer les élus socialistes dans la salle de délibération à 18h15, afin que si le quorum est atteint, ils procèdent aux décisions qui s'imposent. Le président du groupe socialiste ne s'avoue toujours pas battu. Il réclame l'arbitrage de Lionel Jospin qu'à l'origine il refusait. J'ai eu des communications téléphoniques avec le premier secrétaire, d'autres responsables nationaux du Parti socialiste. Je pense qu'il y aura peut-être une réponse ou il va demander une réunion, que sais-je. Les 19 Pro de Fer viennent d'annoncer qu'ils présenteront demain la candidature du professeur Vigourou. Mais il n'est pas encore sûr que le conseil municipal ne soit pas retardé, ce que visiblement veut M. Peuzet. Oui, j'ajoute que les communistes viennent de faire savoir qu'ils refusaient de jouer les arbitres, donc, dans cette course à la mairie de Marseille. Jean-Marie Tjibaou, le leader du FLNKS, est en France depuis quelques jours pour une reprise de contact avec les responsables politiques. M. Tjibaou a vu tour à tour les ténors de la majorité comme de l'opposition. Il s'est aussi entretenu avec Bernard Ponce, le nouveau ministre chargé des DOM-TOM. Hier, M. Tjibaou rencontrait François Mitterrand, pas de commentaire à la sortie, mais aujourd'hui, il a quand même évoqué sa rencontre avec le chef de l'État. C'était au cours d'une conférence de presse. Nous avons rencontré M. Mitterrand. Monsieur Mitterrand, tout le monde le sait, préside mais ne gouverne pas. C'est M. Chirac qui gouverne, c'est la nouvelle majorité et c'est logique. Le président a certains pouvoirs réglementaires. Je pense que s'il y a dérapage, s'il y a écrasement d'une minorité, s'il y a trop de militaires derrière chaque cocotier dans le territoire, parce qu'il est quand même le chef de l'armée, peut-être qu'il interviendra. Mais ça, c'est sa responsabilité. Nous, on a trouvé, je pense, plus militant aujourd'hui que quand il était responsable de l'État, parce qu'il n'a plus la charge qu'il avait. Et la rencontre a été, je dirais, plus militante qu'avant. L'amiral Lacoste, c'est-à-dire l'ancien patron de la DGSE lors de l'affaire Greenpeace, va recevoir une nouvelle affectation dans quelques semaines, ce qu'annonçait aujourd'hui le ministre de la Défense, M. Giraud. Dans quelques semaines, a-t-il précisé, on lui redonnera des activités à la mesure de ce qu'il sait faire. C'est un grand spécialiste, je vous le rappelle, l'amiral Lacoste est un grand spécialiste de la stratégie navale. Europe-États-Unis, la reprise de la guéguerre économique. Hier, Ronald Reagan annonçait des mesures protectionnistes à l'encontre de la communauté pour certains produits alimentaires. Double réaction aujourd'hui en Europe, justement, celle d'abord du ministre français du Commerce extérieur, Michel Noir, qui estime qu'il faut répondre œil pour œil à ces mesures, et cela bien alors même que la Commission européenne vient de proposer de répliquer par des mesures du même type à l'encontre, bien sûr, des États-Unis. Alors, pour comprendre l'importance de ce dossier, Jean-Pierre Métivet à Paris et Jean-Claude Paris aux États-Unis se sont intéressés à l'un des produits sanctionnés par les Américains. Il s'agit du vin blanc. Voici leur reportage. Principale victime, le vin blanc. Justement, celui dont les Américains raffolent. L'an dernier, cet exportateur en a expédié 50 000 caisses aux États-Unis. Il pense n'en vendre que 40 000 cette année. La décision américaine, il la juge diabolique et machiavélique. Diabolique car les Américains frappent un produit sensible en Europe. Machiavélique car il va devoir se battre avec les négociants allemands et italiens pour placer le plus vite possible ces bouteilles aux États-Unis avant que le plafond d'importation ne soit atteint. Mais ce que Philippe Vignat craint plus encore, c'est la suite. La nouvelle menace américaine d'augmenter le 1er juillet les droits de douane sur les cognacs et les spiritueux. Au 1er juillet, théoriquement, des droits de douane assez raisonnables actuellement aux États-Unis seraient portés à 3, 4, voire 6 fois plus en valeur qu'ils ne sont aujourd'hui. Et vous imaginez facilement qu'avec des droits de douane qui vont passer peut-être de 3,50 francs par bouteille pour une bouteille de cognac à 20 francs, que ce n'est pas cela qui permettra de refaire redémarrer les ventes et en tout cas de les poursuivre. L'an dernier, les exportateurs français ont vendu aux États-Unis pour près de 6 milliards de francs de vin et de spiritueux, en investissant des millions de dollars dans la publicité. Et aujourd'hui, pour eux, le marché américain, leur principal débouché, est devenu hasardeux.
Le vin blanc français représente à peu près la moitié des importations de vin blanc aux États-Unis et le tiers des exportations de vin français. Les Américains cherchent ainsi à récupérer ce que leur coûte l'entrée du Portugal et de l'Espagne dans le marché commun, même s'ils oublient que cet élargissement peut dans le même temps favoriser leurs exportations industrielles. Dans cette affaire, la France trinque pour la moitié alors qu'il y a 12 pays dans le marché commun. Sont taxés non seulement le vin blanc, mais aussi le cognac, les liqueurs, les spiritueux et certains fromages. Ce n'est pas la première fois que les Américains cherchent à nous faire payer la concurrence qu'on leur fait sur le marché mondial des céréales. Les Anglais, eux, ont su tirer leur épingle du jeu. Le whisky devait être taxé comme le cognac, mais entre-temps, il y a eu le raid sur la Libye et le soutien de Margaret Thatcher à Ronald Reagan. Cette affaire est sérieuse, car c'est le porte-parole de la Maison-Blanche lui-même qui a annoncé cette série de mesures. Ronald Reagan cherche ainsi à calmer son opinion publique agricole, car sa politique économique a frappé très dur les agriculteurs américains. Et cela arrive aussi à un moment où une partie des sénateurs américains battent la campagne pour essayer de se faire réélire. En Belgique, nos voisins en sont toujours au régime de la grève générale, service public interrompu, cortège dans les rues. Les grévistes protestent ainsi contre les mesures d'austérité prévues par le gouvernement de Wilfried Martens. Voici le reportage de Véronique Auger. Quelle est la différence entre une grève générale belge et une grève générale française? Eh bien, en Belgique, on trouve la porte close. C'est fermé, monsieur. Vous vouliez prendre le train? Oui, je viens prendre le train, je veux aller à Paris. Il n'y a pas de service minimum obligatoire pour les fonctionnaires du service public. Résultat, pas un train ne roule sur toute la Belgique. Un service minimum, ça veut dire quand nous autres on ferme une gare, on la ferme complètement. Il y a plus personne qui doit rentrer, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas de train, il n'y a pas nécessité d'ouvrir la gare pour les voyageurs. Même si tous les fonctionnaires ne font pas grève, toutes les administrations étaient donc fermées aujourd'hui, pour la deuxième fois en 10 jours. Objectif, faire capoter le nouveau plan de rigueur du gouvernement Wilfried Martens. Celui-ci veut économiser 300 millions de francs sur le salaire des fonctionnaires et sur la sécurité sociale. Des rumeurs affirment même qu'il veut privatiser les PTT et les chemins de fer. Nous n'admettons pas que le gouvernement prenne des décisions sans concertation avec les interlocuteurs sociaux, et puis alors nous concerter lorsque toutes les décisions sont prises et nous trouver dans un carcan budgétaire qui ne permette pas de trouver des solutions équitables pour la sauvegarde des services publics. L'avertissement est sérieux. Les deux syndicats belges n'excluent pas de prolonger leur grève et de l'élargir au secteur privé. En 1983, ils avaient cessé le travail 3 semaines. Le gouvernement devrait répondre mardi aux attaques. En France, la grève des nettoyeurs du métro parisien, Paris donc, s'est achevée aujourd'hui. La société qui les emploie est parvenue à un protocole d'accord signé avec la CFDT largement majoritaire. Et dans le protocole, la direction condamne les propos racistes. Et ce sont de tels propos qui étaient, je vous le rappelle, à l'origine de la grève. Les retombées radioactives toujours à peu près nulles sur la France après l'accident de Tchernobyl. C'est en tout cas ce que précisent les services chargés de relever les traces éventuelles de radioactivité dans notre pays. Les retombées économiques, en revanche, ne manquent pas, toujours à propos de cet accident de Tchernobyl. Premier touché, les maraîchers qui ont vu leurs ventes diminuer dans des proportions très inquiétantes. Apparemment, les consommateurs ont peur d'acheter des produits qu'ils imaginent contaminés. C'est même parfois une véritable psychose qui ne repose pourtant sur aucun motif sérieux. Alors notre spécialiste, Patrick Esther, est parti à l'aventure dans le monde maraîcher, compteur gégère à la main. Voici le récit de son difficile voyage. Après plusieurs jours de régime conserve, et ma femme refusant toujours d'acheter des légumes frais sur le marché, je décidai ce matin de partir à l'aventure. Chez l'épicier, je constatais que la psychose du nucléaire avait en tout cas un côté positif. Les légumes, les fruits, les fraises notamment, valaient 2 fois moins cher que d'habitude. En homme prévoyant, je m'étais muni d'un compteur Gégère que je sortais subrepticement de ma poche devant l'étalage. Un crépitement, mon cœur bondit, mais ce n'était que l'allumage de l'appareil. Par la suite, j'eus beau promener le compteur Gégère en tous sens, rien ne se produisit. J'achetai donc en toute confiance. Il ne me restait plus qu'à m'approvisionner en salade verte. J'ai décidé de faire jouer mes relations en poussant jusqu'au potager de Michel Lys, le jardinier d'Antenne 2. Ne reculant devant aucun sacrifice, Michel m'offrit 2 salades, des carottes et même un poireau. Là encore, mon appareil resta pratiquement muet, indiquant un niveau de radioactivité tout à fait minime, absolument sans aucun danger. En tout cas, ce matin au marché, il y a beaucoup de légumes qui sont restés dans les cageots des maraîchers, et c'est reparti et les gens n'achetaient pas.
Et vous, vous n'avez pas peur de manger vos légumes? Bah, d'abord, je les nettoie toujours, je les nettoie et je les pèle surtout, je les gratte, donc déjà ça doit diminuer quand même un petit peu le danger. Oui. Et du reste, c'est le conseil qu'on peut donner aux ménagères, c'est de laver particulièrement avec soin leurs légumes. Ça éliminera les traces de radioactivité possibles, et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça servira à éliminer la pollution chimique, engrais et désherbants, probablement beaucoup plus dangereuse. Conclusion, vous avez compris, vous pelez, vous lavez et vous mangez. Alors si malgré tout cela vous êtes inquiet, sachez que le ministère de l'Industrie met un numéro de téléphone à votre disposition. C'est le numéro vert spécial Tchernobyl. Pour avoir des informations, il vous suffit de composer le 41 26 26, où que vous soyez sur le territoire. Un procès bien étrange que celui qui se déroulait aujourd'hui à la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris. Dans le box des accusés, il y a un électricien qui travaille sur les pistes d'aéroport. Contre lui, l'accusation d'avoir sectionné un fil électrique commandant la rentrée du train d'atterrissage d'un avion. Seul problème, eh bien, il n'y a aucune preuve. On lui reproche seulement d'avoir eu un couteau dans la poche et de s'être approché de l'avion comme la plupart de ses collègues. Il a pourtant déjà été relaxé par le tribunal de Bobigny, mais le parquet a fait appel et le revoici donc devant les juges. C'est un procès qui met en quelque sorte en cause certaines faiblesses de la machine judiciaire. Voici le compte-rendu de notre spécialiste Paul Lefebvre. Coupable ou innocent de ce sabotage, Alain Couffourier, grand, large, sympathique de tête et tranquille d'allure, est au moins une triple victime. Victime d'une enquête incomplète, car il est souvent plus facile de se défendre de faits précis que de soupçons informels. Victime de la machine judiciaire, car relaxé en première instance, il est poursuivi en appel par un parquet tenace, mais tout aussi dépourvu de preuves. Victime enfin de graphologues dits experts, dont la synthèse délicate de leur étude pourrait être, à la façon dont ils forment ces lettres, ils pourraient avoir coupé un fil. En réalité, Alain Couffourier, qui ne doit pas avoir que des amis, est aussi victime d'une image et d'un fait. L'image, c'est celle du sabotage d'un avion en vol. Le fait, c'est que le fil a été bel et bien sectionné. Reste que 75 personnes se sont occupées de l'avion ce jour-là et qu'à défaut de trouver le coupable, l'électricien pouvait en être un. Lorsque la justice s'acharne, mieux vaut ne pas avoir le profil. Arrêt de la cour d'appel le 20 juin. D'ici là, les deux enfants d'Alain Couffourier le regardent et se disent « Papa a-t-il fait cela ?» En sport, le tennis avec les surprises des internationaux d'Italie, ou plutôt la surprise, puisque Emilio Sanchez, 34e joueur mondial, a battu tout simplement Boris Becker. Pas de vraie surprise en revanche pour Henri Lecomte, battu par Ivan Lendl en 2-7, 6-4 et 6-2. Voici le commentaire de Brigitte Dubouchel. Sur le cours central de Rome, Lecomte est dubitatif. Il se demande ce qu'il peut faire pour inquiéter le numéro 1 mondial. Aujourd'hui, Lendl est revenu au plus haut niveau. Un service qui claque. Les aises se suivent. Des coups nouveaux chez Lendl, comme cet enchaînement service-volé. Et puis des passings, toujours aussi bien ajustés. Pour résister à cela, il faut être en super condition. Ce n'est pas le cas de Lecomte, convalescent, mais heureux. Je pense pour mon premier tournoi, je suis très satisfait de la façon dont je joue. Je manque un petit peu de physique et je crois que c'est ça qui a pêché un peu aujourd'hui. Pourtant, après 4 mois d'arrêt, Lecomte a réussi un joli retour et de super coups. C'est bien avant Roland Garros. Mais sur le central de Rome, les sensations fortes arrivent. Becker est tout rouge, il est en train de perdre. Face à lui, Emilio Sanchez fait la loi. L'Espagnol, qui n'est même pas tête de série, malmène la star Becker. Sanchez crée la surprise, Becker est battu en 2 manches, 6-3, 6-4. Quant à Yannick Noah, il vient de se qualifier face à l'Uruguayen Pérez. Noah rencontrera demain en demi-finale Ivan Lendl. Ça promet. Noah, effectivement, qui a donc remporté aujourd'hui son match devant l'Uruguayen Pérez, 7-6, 6-4, et demain, jeu du stade, à partir de 14h30, Lionel Chamoulot pour cette demi-finale, Noah Lendl. La préparation du mondial avec l'arrivée des premières équipes au Mexique. Aujourd'hui, ce sont les Français qui prenaient possession de leur nouveau territoire. Une équipe de France accueillie dans l'Allégresse après un voyage sans problème que suivaient pour nous Dominique Leglou et Bernard Berlier. 12 heures de vol, un décalage horaire de 8 heures, mais de bien bons moments pour le voyage des 22 Français. À 10 000 mètres d'altitude, les voix sont un peu faibles, mais le cœur y est.
le mondial est déjà commencé. On oublie tout, sous le soleil de Mexico, on devient faux, au son des rythmes tropicaux. On chante pour fêter l'anniversaire de l'administrateur du groupe, Henri-Émile. On lui offre un stylo, des cigares et un gros cadeau gâteau. Il en profite pour réceptionner des bises bien agréables et des sourires d'hôtesse. Les voilà partis, si tout va bien, pour un mois et demi. Quelques petits signes de nostalgie cependant. On regarde la photo du dernier né, et puis l'on rêve. Les générations se croisent, de Marius Trésor à Alain Giresse. Ce sont 3 mondiales de suite pour la France. 78 le temps de l'adaptation, 82 la demi-finale, 86 l'espoir. 17h heure locale, le 747 atterrit sous un ciel de plomb. L'atmosphère est lourde, le dispositif policier impressionnant. Une cinquantaine de policiers surveillent des pistes jusqu'au toit, sans parler des couloirs ou des endroits les plus mystérieux. 200 journalistes sont là aussi, caméras ou stylos en batterie, prêts à recevoir les premières déclarations de ceux qu'ils considèrent comme des favoris de ce mondial. Les visages se crispent, un peu fatigués par le voyage et le décalage. Il est alors 3h du matin, heure de Paris. Les Français vont donner leur première conférence de presse, et ce n'est sans doute pas la dernière. Aujourd'hui, ils sont 200 autour d'eux. Le 29 juin prochain, ils seront peut-être 3000. Voilà, normalement, nous devions vous parler du Festival de Cannes maintenant, mais c'est impossible parce que nous avons un petit problème de transmission. Claude Thierry nous a bien envoyé son reportage, mais on n'entendait rien. Alors ce sera pour demain, on le retrouvera demain pour sa chronique. Sachez quand même aujourd'hui que 3 films étaient en compétition, vu du côté officiel. Thérèse d'Alain Cavalier pour la sélection française, La Mission de Roland Joffé, et puis Rosa Luxembourg de Margaret von Trotta. À défaut de Cannes, on va parler du soleil, avec la météo qui est sur le sud de la France, je vois ça. Et en tout cas, c'est Brigitte Simonetta qui va nous donner du détail maintenant sur cette météo. Le soleil est sur le sud de la France, c'est vrai. Mais en même temps, notre météo, elle sera ni trop peu, en ce sens que nous aurons autant d'éclaircies et de nuages que de vrais soleils. Regardez la photo satellite. Notre référence, c'est évidemment l'anticyclone. Un anticyclone qui est en train de se développer sur la Méditerranée, qui va rejeter tous ces nuages qu'on avait aujourd'hui sur le pays et qui ont donné des pluies. Cet anticyclone va donc rejeter ces nuages sur l'Europe du Nord. Les autres nuages qui sont sur l'Atlantique n'affecteront que le nord-ouest de la France. Résultat, sur la carte de demain, du vrai soleil, franc soleil, sur notre carte, en particulier sur tout le sud-est et la Corse. De très belles éclaircies de l'est à la région Rhône-Alpes, au Massif central et au sud-ouest. De petites éclaircies sur l'axe plus ou moins central du pays et toujours des nuages accompagnés d'orages sur la Normandie, la Bretagne et jusqu'à la Loire-Atlantique. Les températures, elles sont en hausse très nette, de 17 à 27 degrés sur la moitié nord, de 24 à 30 degrés sur la moitié sud. Ces températures ne cesseront de monter et bientôt nous aurons des orages sur tout le territoire. Et puis demain, n'oubliez pas que nous sommes bien sûr le samedi 17 mai, avec 2 minutes de soleil en plus. Ce soleil se lèvera à 6h09, se couchera à 21h26. Ce sera la Saint-Pascal. Si vous avez prévu de prendre la route, sachez que Bison Futé vous conseille de ne pas partir entre 9h et 15h du matin. Et 15h de l'après-midi, évidemment. Vous êtes non-stop depuis 6h ce matin, c'est pour ça voilà. que vous en êtes. Je rappelle le principal titre de cette journée de ce vendredi, une vaste opération de police lancée en Corse, une trentaine de personnes arrêtées et interrogées. C'était la réplique du gouvernement après l'attentat qui a fait 2 morts et un blessé grave. C'était hier à Cargèse en Corse. Dernier journal, ce sera avec Philippe Arroir aux environs de 22h50, juste après Apostrophe et juste avant le Ciné-Club. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Puis n'oubliez pas, vous avez du tennis demain dans les Jeux du Stade, ce sera la demi-finale. Noah Lendl, très bonne soirée et à demain.